Hello, hello Elisabeth, comment tu vas? Bien, merci. Et toi? Je vais très très bien. Merci et merci d'avoir accepté mon invitation pour te joindre à moi dans cette série d'interviews Solo to CEO. Je suis ravie que tu aies accepté. Et donc Elisabeth, toi tu es entrepreneur. Tu es maman de deux enfants, tu vis en Italie et il me semble que tu as deux business. Donc tu vas nous en parler juste après. D'ailleurs, en commençant je te propose que tu commences par te présenter, par nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Ok. Je viens des États-Unis aussi, à la base. Donc, j'ai vécu 10 ans en France avant de venir en Italie. Niveau business, j'ai créé Aves Formation en 2013. C'est un organisme de formation en langue bureautique et management. Donc, c'était mon premier bébé, disons. Et puis j'ai eu mes deux autres bébés, les vrais, mes deux fils en 2019 et 2021. Donc ça a été sportif. Ces, ces années-là ont été très chargées. Et là, en fin 2023, début 2024, début de cette année, j'ai lancé Sorority Club. Euh, je sais pas encore tout ce que je vais faire avec ce nouveau business, mais le premier accompagnement que j'ai créé, c'est un mastermind, donc un mastermind pour entrepreneuses. Et puis, je vais voir un peu par la suite comment ça peut évoluer, si je vais me proposer d'autres formations ou accompagnements annexes. We'll Super. see. Yes. C'est un Ouais. mastermind orienté business, c'est ça? Orienté business, oui. Mhm. Hmm. Je dirais pour les entrepreneuses semi-avancées, donc qui ont déjà une offre qui a été validée, qui ont des clients, etc., qui commencent à déléguer certaines choses, qui cherchent une croissance, mais qui, qui font encore beaucoup de choses seules. Donc, Hmm. c'est une période un peu compliquée. Oui, ouais, mais justement, en parlant de faire les choses seules, on va, si tu veux bien, définir Mhm, les termes. Parce que moi, l'interview, je l'ai appelée Solo to CEO, solo mhm, pour solopreneur. Et d'ailleurs, voilà, je vais te donner ma définition de comment moi je vois les solopreneurs, les CEO, etc. Et toi, tu me diras aussi comment tu les ok. définis, quel est Mhm, ton avis là-dessus. Donc voilà, pour moi, un solopreneur, justement, c'est un indépendant. C'est un indépendant et c'est un peu le couteau suisse de sa entreprise, c'est-à-dire que c'est lui qui fait tout dans son business. Et il travaille enfin, sur son emploi du temps, il passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans l'opérationnel. Il travaille beaucoup dans son business et non pas sur son business. Un peu mhm, sur son business pour la partie stratégie, bien sûr, vision, développement dans son entreprise. Il peut faire appel de manière faire appel à des freelances pour des prestations pour des projets précis, ponctuels, mais ça ne va pas être des freelances qui vont travailler avec lui au quotidien dans le cadre de son business sur du long terme. Donc voilà, pour moi, un solopreneur, mhm. c'est quelqu'un encore qui est vraiment seul dans sa boîte, qui est indépendant. A Ok. contrario, un CEO, enfin un CEO, tout le monde utilise cette étiquette-là, qui veut dire directeur général en français, mais voilà, chef d'entreprise, c'est il joue plus un rôle de chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'il va vraiment se Mhm, détacher de la partie opérationnelle de son business en mhm, déléguant justement et en automatisant, si possible, certaines tâches, certaines missions. Euh, il va plus se concentrer finalement à travailler sur son business, sur sa vision. Il a plus un rôle de visionnaire. mhm, Euh, Vision, développement de projet et déléguer au maximum tout ce qui peut être délégué, que soit il n'aime pas faire, soit qu'il aime faire mais qui lui prend beaucoup de temps. Voilà. mhm. Et juste, ça me fait penser, et peut-être on n'a pas, on n'a pas le droit de l'avouer, mais ce que j'aime, c'est ne pas travailler. Donc, j'aime avoir une organisation qui me permet de travailler moins, de passer du temps à rien faire, à lire, à écrire, à être dehors, à me balader, etc. Elisabeth, Euh, ouais, t'es projecteur. oui. Ah bah voilà. Team projecteur.
Ça, je ne connaissais pas, je viens juste de découvrir, donc on pourrait avoir une conversation là-dessus, parce que c'est un truc que je ne connaissais pas du tout et j'ai regardé récemment, mais j'ai besoin de beaucoup de temps Hmm. seul, au calme, voir personne. Donc, par exemple, le freelance, genre, je pense qu'il y a vraiment une grande différence aussi entre freelance et solopreneur. Donc, freelance, quelqu'un qui doit bah, faire quelque chose pour un client, bah, écrire un article, créer un logo, produire quelque chose. Moi, je ne voudrais pas faire ça, avoir des deadlines, avoir des trucs à rendre à droite à gauche, devoir suivre plein de projets. Ça, c'est pas pour moi. Pas du tout. Donc là, c'est vraiment là où je fais la distinction entre freelance et solopreneur. Ouais. Sinon, solopreneur, ça dépend. On peut voir des personnes comme Justin Welsh, Hmm. qui est américain, qui parle beaucoup du solopreneuriat. Et je vois que c'est aussi une sorte de mindset. Qu'il y a des personnes qui disent je veux pas de salarié. Donc, pour certains, être solopreneur, ça veut dire ne pas avoir de salarié. Voilà, Donc, c'est très important ce que tu dis. Ouais, ouais, même parce que si, ouais. même si on peut déléguer des choses, il y a des Hmm. personnes qui disent jamais je voudrais avoir des salariés ou avoir une Ouais. équipe. Ça ne m'intéresse pas. Donc, il y a ça. Bah, sinon, un solopreneur est un entrepreneur, mais tout entrepreneur n'est pas forcément un solopreneur. C'est ça. Et le CEO, comme tu as dit aussi, bon, en français, et si on traduit mot à mot, c'est PDG. Et jamais je dirais, ouais, je suis PDG de mon PME. Je suis gérante, quoi. Et, et en anglais, par exemple, jamais je dirais en anglais, I'm a CEO. Mais je dirais, mais je me prends pour qui? C'est n'importe quoi. Mais CEO est utilisé en français. Donc, je le dis en français, mais je ne le dirai jamais en anglais. Hmm, d'accord. En anglais, du coup, tu dis quoi? I'm a business owner. I'm a Voilà. businesswoman. Quelque chose comme ça. I'm an entrepreneur, par Yes. exemple. Mais Hmm. not I'm a CEO. I don't have my board of directors. Hmm. Je suis pas à côté en bourse ou, Hmm. ou tout Ouais, ouais, ça. je comprends. Je comprends. Et c'était important ce que tu as dit tout à l'heure, solopreneur. Il y en a beaucoup qui disent solopreneur et qui, parce que ils n'ont pas de salariés. On parle là de statut, Mm, des statuts juridiques. Mais in fine, quand bien même ils ont des freelances à leur côté qui travaillent quasi quotidiennement pour eux, mm, et oui. qui sont au cœur de leur business, ne serait-ce qu'on peut citer une assistante, une Mm, CM, un responsable marketing. Bon, bah, ce sont des gens qui vont travailler avec toi quasi quotidiennement. Donc, à ce oui. moment-là, on peut considérer que tu sors du soloprenariat, que tu n'es plus Mm. indépendant. Même si au niveau des statuts juridiques, tu n'es pas, ils sont pas salariés. Ils ne sont pas, oui, ils ne sont pas employeurs. C'est Mais ça. je vois aussi une différence un peu dans la communication. Alors que, par Oui, exemple, pour mon organisme de formation, je vais parler de notre méthode, de notre équipe, de nos clients et on ouais, va pas voir ma tête de partout. Je vais pas parler de moi. Je n'anime aucune formation. Donc, c'est différent parfois. Donc, je parlais juste avant de Justin Welsh, bah, c'est toujours lui, quoi. Dans sa communication, c'est lui, c'est ses projets, c'est ce qu'il met en place. Donc, même s'il y a une équipe derrière, ouais. ça ne fait pas partie de sa communication et de son mindset de solopreneur. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis au-delà de ça, les statuts, le statut de salarié, statut de freelance, en France en tout cas, c'est différent dans la posture aussi. Mm, Quand tu es freelance avec la personne le donneur d'ordre, on va dire, l'autre entrepreneur, on est dans mm, un rapport d'égal à égal, d'entrepreneur à mm, entrepreneur. Alors que salarié et, et employeur, là, il y a plus un rapport de subordination. Donc là, le rapport n'est mm. pas le même aussi, effectivement. Oui. Yes. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu à quel moment tu as réalisé qu'il était temps pour toi de passer de solopreneur à CEO? Est-ce que tu te rappelles des éléments déclencheurs, les signes déclencheurs?
Euh, Donc, je me suis lancée en 2013. À l'époque, il n'y avait pas forcément cette mode, je dirais, cette façon d'entreprendre, le modèle de solopreneur. C'est pas quelque chose que je connaissais à l'époque. Donc, quand j'ai créé mon entreprise, dans ma tête, ça voudrait dire avoir des locaux, avoir les salariés, euh, Hmm, avoir cette posture-là dès le début. Donc, je me suis lancée avec cette idée en tête. Et depuis le premier jour, j'ai commencé à travailler avec des freelances, formateurs, par exemple. J'ai délégué tout de suite la partie comptabilité et ressources humaines pour les contrats et tout ça. Je me suis dit, bah, ça, je sais pas faire, donc je délègue tout de suite. Et, hum, et voilà, je crois qu'au bout d'un an, j'ai recruté ma première salariée et je travaillais avec une équipe de formateurs en freelance. Mais pour moi, c'était la seule manière d'entreprendre à l'époque. Je pense aujourd'hui, ou je sais qu'aujourd'hui, je ferais des choses différemment. Mais à l'époque, bah, il y avait que ça. hmm, c'est ça. Donc, tout de Et puis, suite, je me suis lancée dans le truc. c'est ça, tout de suite, en fait, tu as commencé en démarrant avec des personnes, tu t'es entouré de personnes. De Voilà. par ton Mm. business model aussi. Hmm, Mm. Et je ne me suis pas posé cette question qu'on peut voir aujourd'hui des personnes qui sont, par exemple, en auto-entreprise. OK, est-ce que je change de statut? Comment je vais c'est ça. faire? Ah, comment je vais gérer ces charges? Ah, est-ce que je dois avoir un comptable? Et tout ça. Puis, mais oui, pourquoi tu fais ta comptabilité? Mais oui, délègue ça. C'est horrible. Et tu l'avais lancé ton entreprise, tu étais déjà établie en France hein, à ce moment-là. Ouais, depuis peu. C'était en 2013. J'étais en France depuis 2009. Donc, j'avais vécu quelques années à Saint-Étienne. J'ai travaillé en tant qu'assistante de langue et ensuite formatrice d'anglais dans un organisme de formation qui a déposé le bilan. Et c'est quand je me suis retrouvée sans emploi euh, que j'ai D'accord. lancé mon activité. Ok. Bon, Top. Tu avais let's déjà go. quelqu'un? Cette envie d'entreprendre, elle t'est venue comment? Est-ce que tu avais une inspiration dans ta famille, dans ton entourage, ou c'était quelque chose qui était vraiment, ça faisait Hum, partie de tes projets? oui et non, dans le sens où je pense que j'ai toujours été indépendante, que j'ai toujours voulu voyager, faire des choses différemment. Je suis partie des États-Unis pour la première fois quand j'avais 19 ans. Euh, je connaissais personne dans mon entourage qui faisait comme moi, quoi. Donc j'ai été toujours un peu bizarre et d'un autre côté, j'ai jamais aimé l'autorité ou peut-être pas l'autorité, mais le fait de devoir faire des choses qui ne font pas sens pour moi. Ouais, je comprends. Et cette envie aussi de créer quelque chose, bien, je sais pas si je peux dire que je suis créative, j'aime, comme je disais, écrire, lire, même dessiner ou peindre, même si je suis pas douée pour ça. Et je vois l'entrepreneuriat aussi comme une sorte de façon, une façon d'exprimer sa créativité. Yes. Donc, j'avais cette envie-là et puis les circonstances qui ont fait que bah, j'avais pas de job et que j'avais besoin de revenus pour renouveler ma carte de séjour pour rester en France. Et j'avais aussi la chance d'être bien entourée à l'époque. Donc, mon copain et son papa, qui sont tous les deux entrepreneurs, donc qui m'ont Hmm. beaucoup aidé, qui m'ont soutenu pendant cette période. Donc, c'est en grande partie grâce à eux, grâce à leur soutien. Superbe. Mm. Yes. Et j'ai envie justement qu'on parle de délégation, parce que tu t'es entouré tout de suite, comme tu le disais. Quels sont les aspects de ton entreprise que tu as choisi de déléguer en priorité en tant que CEO? Comment tu t'y es pris? Comment tu as pris ces décisions? La première chose que j'ai déléguée, c'est l'animation des formations. Ouais. Euh,
Pour moi, c'était le plus simple parce que c'était déjà mon métier. Je connaissais, je maîtrisais et je pouvais identifier euh, un bon formateur et un mauvais, quoi. Et en même temps, je savais que euh, pour proposer mes services à des entreprises, j'avais un temps limité. Donc, forcément, il y a des créneaux qui sont plus demandés par les entreprises et je ne pouvais pas me dupliquer et être de partout en même temps. Donc, c'était la première chose. Tout de suite, j'ai trouvé des formateurs freelance avec qui travailler. Ensuite, la partie administrative. Donc ça, c'était la première salariée. Elle était assistante admin pour la formation. Il y a beaucoup de documents. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui, mais à l'époque, il fallait faire des dossiers écrits, les envoyer par courrier un mois avant de démarrer la formation. Il fallait signer des feuilles d'émargement qu'on devait scanner et envoyer. Genre, c'était Je horrible. me rappelle, Et je me rappelle de ces et, souvenirs. et heureusement que ça a changé depuis. Mais du coup, ouais, la première salariée, c'était une assistante admin qui faisait un peu tout. Elle pouvait m'aider à faire des devis aussi, bah, faire tout ce qui est facturation, les contrats, les courriers, ce genre de choses. Après ça, j'ai essayé ensuite de déléguer la partie commerciale, on va dire, à une assistante ou un assistant commercial qui m'aidait à faire de la prospection, à faire des devis et ce genre de choses. Euh, et je pense que ça a été la partie la plus difficile à déléguer pour moi. Pourquoi? Hum, Ça a été très compliqué d'identifier le bon profil. Parce que pour être commercial, il faut aimer les gens, parler avec les gens tout le temps. Il faut ne pas avoir peur de prendre des claques, des noms, des portes. C'est pas facile tous les jours. Mais d'un autre côté, il faut aussi avoir une bonne connaissance de la formation et pouvoir bien conseiller les clients. Comme on travaille en B2B, souvent ce sont des projets qu'on suit ensemble avec les RH. Donc il y a beaucoup d'échanges. On doit faire une proposition adaptée, on fait du sur-mesure, etc. Donc tout le monde n'a pas cette, euh, cette capacité. Donc ça a été compliqué et, et finalement, la meilleure commerciale que j'ai trouvée, c'est pas une commerciale de base. Comme quoi? Et ouais. Et justement, comment tu l'as recruté? C'est quoi Hum, les principaux éléments que tu recherches chez tes collaborateurs quand tu passes les entretiens? Pour cette collaboratrice, je l'ai recrutée sans CV. C'était une école qui m'avait donné ses coordonnées, qui avait organisé un rendez-vous entre nous. Donc, c'est le school, Rocket School. Je ne sais Mhm. pas si ça te parle, mais c'est un peu leur fonctionnement. Donc, eux, ils recrutent par motivation et les soft skills. Ce sont des profils souvent en reconversion. Donc, c'est quelqu'un qui avait travaillé dans le médical, euh, qui n'était pas du milieu de la formation ou du marketing, etc. Mais j'ai eu un super feeling avec elle et ça s'est confirmé avec les années de travail qui ont suivi derrière. Yes, top. Ouais, donc en fait, ce que tu as vu chez elle, c'est aussi les valeurs qu'elle partageait certainement avec toi, Mm, la motivation, l'envie aussi de te suivre oui, dans ce projet. Et oui, c'est c'est vrai que ça. ça, c'est hyper important à Mm, regarder lorsqu'on recrute une personne. C'est pas tant ses compétences techniques, effectivement, qui sont indispensables pour le poste. mm, Souvent, on veut quelqu'un qui soit opérationnel tout de suite, mais on oublie de vous regarder, de checker si la personne est alignée à nous, à qui nous sommes, à nos valeurs, aux valeurs de l'entreprise. mm, mm. Et ça, c'est hyper Oui, important. justement, sur ce poste, par le passé, j'ai fait l'erreur de recruter quelqu'un que sur les compétences techniques en disant, OK,
cette personne a l'air d'être un bon commercial, il sait négocier, c'est quelqu'un est convaincant, etc. Mais ça s'est pas fait niveau fit, c'était pas possible, on ne pouvait pas travailler ensemble. Ouais, ah ouais, c'est ça. Mm. Tu Mm. faisais les recrutements seul, c'est ça? Ou tu le faisais en Oui, binôme avec quelqu'un? Non, seul. Ok. ça dépend. Souvent Mm. seul, parfois en binôme. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Ouais, c'est comme ça de toute façon qu'on apprend. Oui. Mm. Mm. Ok, superbe. Et au niveau de la gestion de vos projets dans l'entreprise, comment tu les gères avec ton équipe? Là, on est passé sur Notion il y a quelques années et c'est super. Je sais pas comment on faisait avant d'avoir un outil de gestion de tâches, de projets, de wiki et tout ça. Donc, quand on va démarrer un projet, on identifie qui est le chef du projet. On a une fiche à remplir avec tous les détails, le périmètre, les acteurs, le budget, les dates, toutes les infos. On liste les tâches, on les attribue, on a un suivi, etc. Donc, Notion, Ça, ça change la vie, quoi. ouais, ouais, je comprends. Je comprends. C'est une personne externe? Enfin, c'était un prestataire qui t'avait installé Notion par rapport à ton Euh, organisation? oui, alors pour ça, j'ai fait appel à une consultante Notion. On a fait ensemble une sorte d'analyse de notre activité, de notre besoin. Donc, j'ai expliqué un peu toutes les data qu'on pouvait avoir en termes de personnes, de tâches, de projets, de ressources. Donc, on a mappé un peu ensemble l'espace. Elle nous a créé l'espace et puis j'ai fait une sorte de formation avec elle pour pouvoir ensuite euh, l'adapter et être autonome ensuite sur l'outil. D'accord. Et à partir de là, j'ai formé l'équipe pour Ça pouvoir pourrait. utiliser Notion parce que personne dans l'équipe le connaissait avant non plus. Mhm. Voilà, pour qu'ils puissent s'approprier l'outil et communiquer Mm. ensemble. Au niveau de la communication, du coup, est-ce que quand les personnes ont une tâche attribuée, vous discutez, vous communiquez sur Notion ou vous parlez sur un autre canal type Slack ou autre? On a aussi un Slack, mais vraiment quand il s'agit d'attribuer une tâche ou Voilà, de Notion. quelque chose d'important qui doit rester, c'est dans Notion et on peut, sur le Slack, mettre le lien et dire, Hey, j'ai mis ça, si tu peux regarder ou qu'est-ce que tu en penses. Donc Slack, c'est plus pour les échanges au quotidien sur des questions qui ne peuvent pas attendre ou même juste des échanges sympas. Comment ça va? T'as passé un bon week-end? Genre la communication informelle aussi tous les jours. Donc ça, D'accord. c'est Ok. sur Slack. Voilà. Et vous restez que sur ce canal-là pour tout ce qui est com. Vous n'utilisez pas WhatsApp, Messenger ou d'autres d'autres supports. Non, non, Ok. non. On avait testé WhatsApp, mais pour moi, c'est pas possible. Personnellement, je peux pas. Genre, si tout le monde doit avoir sur son téléphone personnel un chat dédié au travail, je trouve ça pas, c'est pas top, quoi. J'ai testé, je me dis, c'est pas pour moi, du coup, je vais pas demander à d'autres personnes de le faire. Non, merci. Je comprends. Je comprends. Ok. Et tout ce qui est système et process, comment vous les avez créés? Euh, Mm. comment vous les avez? Est-ce que vous les stockez sur Notion, par exemple? Est-ce qu'il y a des liens qui les... Oui, Voilà. donc ça c'est sur Notion. Ça a été un gros challenge aussi. Donc je t'ai parlé de l'avant, quand on était sur papier, on scannait, on stockait et tout ça. Et d'un coup, de passer en remote, de faire des formations en ligne, etc., d'utiliser des outils informatiques alors qu'on n'était pas habitué. Donc il a fallu un temps pour créer tous les process dans Notion, de les attribuer pour que les process soient À mis à jour. jour régulièrement, de savoir qui est responsable de quoi, est-ce que c'est suivi, est-ce que c'est pertinent, est-ce que
est-ce que c'est le bon process? Parce que finalement, le fait de les mapper, on s'est rendu compte que bah, c'était pas forcément la meilleure manière de faire. Parfois, on a vu, ah, ça, pourquoi on le fait comme ça? On a toujours fait comme ça. Oui, mais est-ce que c'est la bonne manière de le faire? Je sais pas. Donc, on a pu simplifier certaines choses, automatiser quelques trucs, etc. Même si, voilà, c'est pas facile non plus. Ça demande des compétences, de nouvelles compétences qui sont en constante évolution. Le no-code, il y a quelques années, on n'en parlait pas. Donc, on a découvert Notion, Airtable, Make et les automatisations, des workflows sur HubSpot. Donc, c'est comme si on avait appris une nouvelle langue et c'est pas toujours évident et tout le monde n'avance pas au même rythme sur ces outils. Exactement. Justement, justement, tu parles d'outils, de logiciels. C'est quoi, quels sont, selon toi, les outils, les logiciels qui sont vraiment essentiels pour toi, pour gérer et optimiser l'opérationnel de ton entreprise? On a parlé de Notion, forcément. Euh, Mm. c'est, c'est l'outil central, je pense, en tout cas, pour ce qui est de la Oui, gestion des projets avec l'équipe. mm. Et l'autre chouchou, c'est HubSpot, donc le CRM. Avoir Ouais. un CRM vraiment dédié, optimisé, avec toutes les informations, c'est top. Je peux tout voir, l'historique des échanges, des mails, des appels. Je vois le pipeline, combien de rendez-vous, combien de propositions qui ont été validées, pas validées, pourquoi. Donc, on a beaucoup de statistiques et c'est, bah, encore une fois, ça prend du temps pour comprendre le fonctionnement et tout mettre en place. Tu Mais, as fait appel à un intégrateur pour mais ça, ça nous à un aide prestataire énormément. extérieur? Oui, oui. Donc Ouais, ça, c'est important, je pense. Sinon, c'est juste une dépense inutile si on ne sait pas l'utiliser l'utiliser. correctement. Mais une fois que tout est en place, donc pareil, comme pour Notion, du coup, on avait un consultant qui a mis en place une partie et puis une partie formation pour que nous, derrière, on soit autonome sur l'outil. Hmm, superbe. Et au niveau de tout ce qui est tunnel de vente, opt-in, mailing, tu utilises quoi comme, quel est ton logiciel chouchou? HubSpot aussi. HubSpot, on Également? a tout mis sur le même truc. Au début, on était sur d'autres outils comme à l'époque, c'était Sendinblue qui est devenu Brevo. Hmm, ouais. On a testé System.io. Genre, on a testé des trucs, mais finalement, le plus simple, c'est d'avoir tout au même endroit. Tout au même endroit. Et HubSpot, ils font également les tunnels de vente, les landing pages, tout ça? On crée des landing pages, des formulaires, ou même Ah, si on crée des landing pages ailleurs, par exemple, on est sur WordPress pour le site Internet. Donc, si on crée hmm, une page sur le site, on met le formulaire HubSpot. Comme ça, c'est intégré directement et ça déclenche des mails automatiques ou autres derrière. top, 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 top. Et, Yes. et je suppose, on va parler de KPI, mais je suppose que tu as déjà mis en place des KPI. Euh, Mm. et est-ce que tu peux nous dire justement pour toi, quels sont les KPI que tu affectionnes particulièrement? Mm. Affectionné, je sais pas si C'est peut-être pas le bon mot. si je dirais ça, mais je dirais juste que par le passé, j'ai été quelqu'un qui était un peu allergique non, j'aime pas trop de cadre, les process, les KPI, je veux être libre, etc. Euh, et on a un peu peur de mettre en place ces choses, d'avoir ce cadre-là. Mais une fois qu'on les met en place, on dit, mais oh, qu'est-ce que ça fait du bien? Que finalement, ce cadre nous, nous libère parce que on voit les data, on n'a pas besoin de chercher à droite à gauche pour savoir ce qui se passe. On voit tout.
et c'est tout. Bah, c'est tellement mieux en fait. C'est ça. Et tu les regroupes sur quoi? Sur HubSpot ou sur un Google Sheet ou sur autre chose? Sur Notion, Notion. Notion OK. a une base de données. Ça peut être sur Google Sheet, hein, c'est pareil au final. Et, euh, et on a un certain nombre d'indicateurs qui sont suivis chaque semaine. Et la personne responsable pour remplir chaque semaine. Ça, c'est vraiment les trucs où on regroupe. Après, on a sur chaque outil, on a des choses en automatique, des dashboards. Genre vraiment, si on veut aller sur HubSpot et regarder le dashboard avec les taux d'ouverture, de clics, Ouais, de rendez-vous, combien de temps passé sur les appels et tout ça. Genre, on peut voir plein de détails, mais je voulais juste avoir un truc simple où je vois en, en, en 2 minutes euh, c'est ça. les les bases, on va dire. Après, Ouais. si besoin de creuser, je peux. Mais Donc en fait, tu as conçu en voilà, fait une ça sorte de donne un tableau. premier aperçu. T'as construit en fait un tableau des scores qui regroupe en Oui. fait les KPI clés pour ton entreprise Mm. Oui, c'est ça. que les équipes alimentent en fait une fois par semaine. C'est ça? Oui. Mm. D'accord. Donc c'est manuel, hein. C'est-à-dire qu'il faut que ça nécessite quand même, il n'y a pas d'automatisation. C'est un membre de l'équipe qui va alimenter tel KPI une fois par semaine. Ouais. Pour l'instant, D'accord. c'est manuel, dans le sens où, par exemple, on peut aller le voir. Genre, comme je disais sur HubSpot, si je veux voir combien de propositions on a envoyées dans la semaine, ça se calcule automatiquement sur HubSpot et je peux aller sur HubSpot et le voir en automatique. Mais l'idée était aussi pour moi de simplifier et que moi, j'aurais pas besoin d'aller sur les outils, mais que les personnes qui utilisent ces outils au quotidien et qui voient ces datas en automatique au quotidien peuvent regrouper ça au même endroit. Comme ça, moi, je le vois euh, plus facilement. Hmm. Ok, Je sais pas si superbe. c'est clair. Ça me simplifie la vie à moi. Bah ouais, mais c'est le but justement. Mais justement, on va parler de toi maintenant, de toi en tant que chef d'entreprise. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah, comment tu organises tes semaines par rapport à ton activité, par rapport à ta vie de moment? Hmm, Comment tu organises tes ouais. rendez-vous, Ah etc. oui. Ça, déjà, les matins, en principe, je ne fais rien avant 9h30 parce que bah, je dépose mes enfants le matin et puis il peut y avoir des surprises, des problèmes, des pleurs, etc. Et au début, j'ai essayé vraiment d'aller vite et j'étais stressée par le fait de dire, OK, bah, il faut que je les dépose rapidement. Ils pleurent, ah, bah, tant pis, il faut que j'y aille, j'ai un rendez-vous. Et ça m'angoissait. Du coup, finalement, je me suis dit, bah non, en fait, j'accepte qu'il va y avoir des surprises, des problèmes. Du coup, je ne cale rien avant 9h30, 10h, et c'est comme ça. Je me laisse cette marge-là de tranquillité. Et je Yes. le vis beaucoup mieux. Pareil, le soir, du coup, je termine à 16h en principe. Donc, je vais aller chercher mes fils à 16h. Donc, c'était important pour moi vraiment de réduire un maximum mon temps de travail et pouvoir passer un maximum de temps avec eux. Ensuite, pour le travail, j'ai peu de routine. Je vais avoir ma routine du lundi qui va être juste bah, le matin, je ne fais rien. C'est une routine. Je fais rien. J'ai besoin voilà, de me poser, de réfléchir un peu. Je ne mets rien sur mon agenda. Et puis l'après-midi, c'est là où je vais poser un peu euh, les priorités, etc. De la semaine, sur quoi j'ai envie de travailler, euh, du,
du mardi au jeudi. Mardi au jeudi, donc c'est mes 3 jours, on va dire, deep work. Hmm. Euh, plus, pas toute la journée, quoi, mais c'est là où j'ai pas envie de travailler, c'est là où je travaille, mais c'est pas là où je suis plus concentrée, on va dire. Et lundi, c'est plus réflexion, euh, idéation, etc. Et vendredi, c'est un peu le recap de la semaine. Du coup, c'est le jour où j'ai la réunion avec l'équipe. C'est là où je regarde le scorecard de la semaine, où on identifie genre s'il y a quelque chose qui ne va pas. On a un temps de résolution de problèmes. Donc pendant la semaine, on note des problèmes. C'est comme un formulaire. Quand il y a un problème, petit ou grand, ça peut être n'importe quoi, quelque chose qui n'est pas clair, on pose dedans. Et puis les vendredis, on Vous voit les la traitez en liste et on réunion. traite les problèmes ensemble. Euh, et voilà, je sais pas si Très bien. j'ai d'autres trucs à rajouter. C'est, c'est ça Et tu travailles pas le ma week-end. semaine. Le week-end, t'es off. Tu es avec ta famille. Hum, Ça dépend. alors, souvent, alors ça dépend de ce qu'on a de prévu. Si on a des sorties, si on va voir des amis ou autre. Mais si on a le temps à la maison, j'aime bien avoir une matinée pour moi où mon copain il est avec nos enfants. Un peu comme moi, je les vois tous les après-midi, mais lui, non, il va rentrer un peu plus plutôt vers 19h du travail. Donc, j'aime bien avoir une matinée où lui, il est avec les enfants et je peux travailler ou ça peut être lecture ou écriture. Je vais peut-être avoir des idées. C'est un moment où je me sens créative. Donc, Hmm. ça peut C'est être important. la création de contenu. Peut-être que je vais écrire un post euh, ou avoir envie de poser des choses sur un papier, tout simplement. Donc, ça dépend. Hmm. En parlant de création de contenu, tu as une stratégie pour pouvoir poster, parce que je vois que tu postes beaucoup, tu as ton podcast aussi. Donc, du coup, est-ce que tu as une stratégie de comme batcher tes posts ou tes vidéos, ou c'est un petit peu... Je veux dire, je suis mauvaise élève, mais non, j'ai pas vraiment de stratégie. Par rapport à ça. J'ai une banque d'idées dans Notion, of course, où je Yes. note tout ce qui me passe par la tête. Euh, ce qui est dur, encore une fois, c'est que j'aime créer, mais j'aime pas forcément les contraintes de devoir respecter un certain calendrier ou rythme derrière. Donc, j'ai parfois du mal avec ça. Euh, mais je pense que j'ai toujours aimé écrire. Donc j'écris un peu tous les jours et D'accord. parfois ça peut faire des posts. Ah, génial. OK. Et puis la boîte à idées sur Notion. Yes. Oui. OK. Est-ce que tu peux nous partager ton plus gros challenge mindset que tu as eu à surmonter aujourd'hui? Ouh, il y en a plein et c'est ce que je trouve difficile quand on est entrepreneur. J'ai, Ça va être pas très fun, mais en fait j'ai l'impression d'être souvent confrontée au fait que je serai toujours nulle. Nulle, pas dans le sens où je suis vraiment nulle, mais genre, il va toujours avoir des choses à apprendre, toujours des points où il faut avancer, que je serai toujours débutante en sorte. Que à chaque stade, il y a
Les nouveaux de challenges. nouveaux challenges et ça s'arrête jamais. Et du coup, on n'arrive jamais à un stade où on dit, OK, ça y est, c'est tranquille, Cool. j'ai plus rien à faire. J'y suis arrivée, ouf! Bah non. Ça se Et sur saurait le sinon. long... Ah ouais. Et sur le long terme, parce que ça fait 11 ans maintenant, sur le long terme, ce qui a été difficile, c'était de gérer un peu mon énergie. Parce que Ouais, par période, bah, on n'a plus envie aussi. Il y a des périodes où on dit, bon, bah, fais chier. ouais, OK, ouais, on y va. Donc, d'accepter ça, parfois, de ralentir un peu, de faire un peu moins et d'accepter que c'est OK, c'est normal, que ça peut baisser, ça peut remonter et c'est comme ça, hein. C'est pas parce que c'est notre entreprise qu'on est hyper motivé tous les jours exactement. et pas sur le long terme. Hmm. Voilà, donc quelques apprentissages. Euh, Sinon, un problème ou un blocage que j'ai, c'est souvent dans le management et, et d'essayer de trouver l'équilibre entre la bienveillance, de vouloir être bienveillante et aider les gens, etc., mais de quand même eh ben, avoir les résultats attendus du collaborateur et Ça. que je suis souvent trop dans hum, peut-être l'acceptation ou de, de, de la compréhension de dire ah oui, je comprends, c'est compliqué, ou peut-être que ça va passer, ou il faut juste un peu de temps, etc., que j'ai tendance à attendre trop longtemps, même si ça ne va pas dans une collaboration. Donc, Hmm. c'est quelque chose qui est compliqué pour moi. Ouais. Mais peut-être que le jour où tu auras un bras droit, ça sera moins compliqué. Peut-être. Je crois que j'en ai besoin. On rigole parce qu'on en a déjà parlé auparavant, c'est pour ça. Ok. Et est-ce que tu peux, si tu le souhaites, bien sûr, nous partager tes désirs, tes objectifs pour les prochains mois, pour tes entreprises? Hmm. Bah, même ça, j'avoue que je me sentais un peu coupable avant de me le dire, mais mon envie avec mon entreprise, ma première entreprise, c'est vraiment de me retirer un maximum, de travailler de moins en moins, euh, d'arriver peut-être à un stade où ça me prend que peut-être quelques heures par mois et, et d'être moins impliquée dans ce projet. Donc, au début, je culpabilisais parce que je me disais, mais non, j'ai pas le droit, ou il faut que je sois là, etc. Toutes ces injonctions qu'on, Eh oui, comme ça. Souvent, c'est nous-mêmes, hein, on se raconte des histoires comme ça. Mais mon objectif, c'est ça, de te de détacher un petit travailler peu. moins, de me détacher de ce projet pour investir dans mon nouveau projet. Euh, et voilà. Hop, top, top, top. Et est-ce que justement tu peux nous parler des challenges, des problématiques que tu souhaites relever dans la gestion de ton entreprise? Oui, bah, justement, comme je disais, j'ai démarré ce mastermind en janvier. Et à ce stade, je pensais, je me disais, OK, c'est OK, j'ai une bonne organisation pour mon premier business, donc c'est OK, j'arrive à me libérer du temps, je peux faire ce nouveau projet, etc. Et d'un coup, j'ai un gros problème qui arrive. Je dis, ah.
OK, bon, je rééquilibre. Et d'un coup, j'ai un autre copain qui est, OK, je rééquilibre. Et finalement, je dis, bah merde, est-ce que je vais vraiment arriver à gérer Mm. ces deux choses en même temps? C'est un sacré challenge quand même. Ouais, ouais, ouais. Ça prend un peu de temps, le temps de tout réajuster Mm. et de stabiliser. Oui. Mm. Donc, j'essaie Ok, de, voilà, juste avancer doucement et ajuster comme je peux. top, top. Merci beaucoup, Elisabeth. On arrive à la fin. Je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu peux nous donner un ou des conseils que tu donnerais à des femmes entrepreneurs qui aspirent à faire évoluer, à faire croître leur entreprise? Je dirais de s'entourer, évidemment. Si je monte un mastermind, c'est aussi parce que je crois vraiment en ça. Je vois ce que ça m'a apporté. J'ai participé à plusieurs masterminds en tant que participante. Et le fait de s'entourer, de ne pas rester seule dans ses galères, dans ses problèmes, on se rend compte que bah, tout le monde vit des choses similaires. On n'est pas seul et on On n'est peut pas seul. bénéficier de de leurs expériences, du soutien, des contacts. Ça aide beaucoup. Mm, clairement. Superbe. Ben, Mm. merci beaucoup. Merci, Elisabeth. Merci Euh, à toi. c'est c'est quoi le meilleur moyen pour qu'on puisse te contacter pour te contacter? Ouf. C'est sur Instagram ou est-ce que tu as un Peut-être sur réseau? Instagram, sur LinkedIn. Si, si tu veux écrire Elizabeth Doyle, c'est un peu compliqué pour les Français, mais si c'est écrit, c'est plus simple. Yes, donc Instagram et LinkedIn. Oui, c'est OK. Mm. Ok, Avec superbe. plaisir. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour cet échange, Elisabeth. Merci à toi. À très vite. Bye. Bye bye.